troisième chapitre, nous sommes à 6 pages de la fin. C'était ce genre d'évidence ou d'appréhension, en tout cas, qui entretenait chez nos concitoyens les sentiments de leur exil et de leur séparation. À cet égard, le narrateur sait parfaitement combien il est regrettable de ne pouvoir rien rapporter ici qui soit vraiment spectaculaire, comme par exemple quelques héros réconfortants ou quelques actions éclatantes, pareilles à ce qu'on trouve dans les vieux récits. C'est que rien n'est moins spectaculaire qu'un fléau, et par leur durée même, les grands malheurs sont monotones. Dans le souvenir de ceux qui les ont vécus, les journées terribles de la peste n'apparaissent pas comme des grandes flammes interminables et cruelles, mais plutôt comme un interminable piétinement qui écrasait tout sur son passage. Non, la peste n'avait rien à voir avec les grandes images exaltantes qui avaient poursuivi le docteur Rieu au début de l'épidémie. Elle était d'abord une administration prudente et impeccable, un bon fonctionnement, exactement comme les mécanismes qui réglaient les camps d'extermination nazis. On parlait justement de bon fonctionnement. Nos concitoyens, ceux du moins qui avaient le plus souffert de cette séparation, s'habituaient-ils à la situation ? Il ne serait pas tout à fait juste de l'affirmer. Il serait plus exact de dire qu'au moral comme au physique, ils souffraient de décharnement. Au début de la peste, ils se souvenaient très bien de l'être qu'ils avaient perdu et ils le regrettaient. Mais s'ils se souvenaient nettement du visage aimé, de son rire, de tels jours dont ils reconnaissaient après coup qu'il avait été heureux, ils imaginaient difficilement ce que l'autre pouvait faire, à l'heure même où il l'évoquait, et dans les lieux désormais si lointains. En somme, à ce moment-là, ils avaient de la mémoire, mais une imagination insuffisante. Au deuxième stade de la peste, ils perdirent aussi la mémoire. Non qu'ils eussent oublié ce visage, mais ce qui revient au même, il avait perdu sa chair. Ils ne la percevaient plus à l'intérieur d'eux-mêmes. Et alors qu'ils avaient tendance à se plaindre les premières semaines de ne plus affaire qu'à des ombres dans les choses de leur amour, ils s'aperçurent par la suite que ces ombres pouvaient encore devenir plus décharnées, en perdant jusqu'aux infimes couleurs que leur gardaient les souvenirs. Tout au bout de ce long temps de séparation, ils n'imaginaient plus cette intimité qui avait été la leur, ni comment avait pu vivre près d'eux un être sur lequel à tout moment ils pouvaient poser la main. De ce point de vue, ils étaient entrés dans l'ordre même de la peste, d'autant plus efficace qu'il était plus médiocre. Personne chez nous n'avait plus de grands sentiments, mais tout le monde éprouvait des sentiments monotones. Au grand élan farouche des premières semaines avait succédé un abattement qu'on aurait eu tort de prendre pour de la résignation, mais qui n'en était pas moins une sorte de consentement provisoire. Nos concitoyens s'étaient mis au pas. Ils s'étaient adaptés, comme on dit, parce qu'il n'y avait pas moyen de faire autrement. Ils avaient encore, naturellement, l'attitude du malheur et de la souffrance, mais ils n'en ressentaient plus la pointe. Du reste, le docteur Rieu, par exemple, considérait que justement, c'était cela le malheur, et que l'habitude au désespoir est pire que le désespoir lui-même. Je descends un peu. Tout le monde était modeste. Pour la première fois, les séparés n'avaient pas de répugnance à parler de l'absent, à prendre le langage de tous, à examiner leur séparation sous le même angle que les statistiques de l'épidémie. Alors que jusque-là, ils avaient soustrait farouchement leur souffrance au malheur collectif, ils acceptaient maintenant la confusion.
Sans mémoire et sans espoir, ils s'installaient dans le présent. À la vérité, tout leur devenait présent. Il faut bien le dire, la peste avait enlevé à tous le pouvoir de l'amour et même de l'amitié, car l'amour demande un peu d'avenir. Et il n'y avait plus pour nous que 2 instants. Une certaine mélancolie les prenait à fin de journée et leur donnait l'avertissement, pas toujours confirmé d'ailleurs, que la mémoire allait leur revenir. 7 heures du soir, c'est l'heure exquise de Baudelaire, qui pour les croyants est celle de l'examen de conscience, 7 heures est dure pour le prisonnier ou l'exilé, qui n'ont à examiner que du vide. Rappelez-vous du héros de l'étranger, Meursault. Quand il rentre à cette heure-là, il pense toujours dans sa cellule, au passé, au présent. Elle le tenait suspendu un moment, puis il retournait à l'atonie et il s'enfermait dans la peste. La ville était peuplée de dormeurs éveillés qui n'échappaient réellement à leur sort que ces rares fois où, dans la nuit, leurs blessures apparemment fermées se rouvraient brusquement. Et réveillés en sursaut, ils entêtaient alors, avec une sorte de distraction, les lèvres irritées, se retrouvant en un éclair leur souffrance soudain rajeunie et avec elle le visage bouleversé de leur amour. Au matin, ils revenaient au fléau, c'est-à-dire à la routine. Ils ne choisissaient plus rien. La peste avait supprimé les jugements de valeur. Et cela se voyait à la façon dont personne ne s'occupait plus de la qualité des vêtements ou des aliments qu'on achetait. On acceptait tout en bloc. On peut dire pour finir que les séparés n'avaient plus ce curieux privilège qui les préservait au début. Ils avaient perdu l'égoïsme de l'amour et le bénéfice qu'ils en tiraient. Du moins maintenant, la situation était claire. Le fléau concernait tout le monde. Nous tous, au milieu des détonations qui claquaient aux portes de la ville, de coups de tampon qui scandaient notre vie et nos décès, au milieu des incendies et des fiches, de la terreur et des formalités, promis à une mort ignominieuse mais enregistrée, parmi les fumées épouvantables et les timbres tranquilles des ambulances, nous nous nourrissions du même pain de l'exil, attendant sans le savoir la même réunion et la même paix bouleversante. Notre amour, sans doute, était toujours là, mais simplement il était inutilisable. Lourd à porter, inerte en nous, stérile comme le crime ou la condamnation. Il n'était plus qu'une patience sans avenir et une attente butée. Et de ce point de vue, l'attitude de certains de nos concitoyens faisait penser à ces longues queues aux 4 coins de la ville devant les boutiques d'alimentation. C'était la même résignation et la même longanimité, c'est la patience, à la fois illimitée et sans illusion. Il faudrait seulement élever ce sentiment à une échelle 1000 fois plus grande en ce qui concerne la séparation, car il s'agissait alors d'une autre fin et qui pouvait tout dévorer. Dans tous les cas, à supposer qu'on veuille avoir une idée juste de l'état d'esprit où s'est trouvé les séparés de notre ville, il faudrait de nouveau évoquer ces éternels soirs dorés, poussiéreux, qui tombaient sur la cité sans arbres, pendant qu'hommes et femmes se déversaient dans toutes les rues. Car, étrangement, ce qui montait alors vers les terrasses, encore ensoleillées, en l'absence des bruits de véhicules et des machines qui font d'ordinaire tous les langages de ville, ce n'était qu'une énorme rumeur de pas et de voix sourdes, le piétinement dont on parlait tout à l'heure, les douloureux glissements des milliers de semelles rythmés par les sifflements du fléau dans le ciel alourdi,
un piétinement interminable et étouffant, enfin, qui remplissait peu à peu toute la ville, et qui, soir après soir, donnait sa voix la plus fidèle et la plus morne à l'obstination aveugle qui, dans nos cœurs, remplaçait alors l'amour.